Salut les amis, nous voici aujourd'hui, j'allais dire ce soir, mais vous n'êtes pas forcément le soir, donc pour la critique d'un nouveau livre qu'on m'a conseillé. Le fameux livre que m'a conseillé Alcyon, L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Bah du coup, ce que je peux dire comme commentaire général, c'est ça, c'est que je l'ai lu parce que Alcyon me l'a conseillé. Je savais pas du tout quoi m'attendre. Je m'attendais un peu à rien de particulier, mais j'étais quand même curieuse de voir ce que c'était, et j'ai pas du tout été déçue, mais pas du tout. Je peux vous le dire encore plus aigu si vous me croyez pas. Alors, comment je peux vous faire un résumé de ce livre ? Alors, c'est l'histoire de Daniel, qui est un enfant, je me souviens plus trop quel âge il a, je crois qu'il a une dizaine d'années au début, qui est emmené par son père dans une bibliothèque, entre guillemets, secrète, où il y a que des livres dont tout le monde se fout. On va dire la bibliothèque secrète, hein. Je me souviens plus de son nom, mais voilà, donc où il y a plein de livres dont les gens veulent plus, dont les auteurs ont pas été assez connus ou ont disparu ou quoi que ce soit. Donc il y a plein de livres, c'est le bordel. Et donc son père dit à Daniel, tu choisis un livre là-dedans, et la tradition veut que ce soit un livre qui soit important pour ta vie, tu le garderas avec toi, histoire de le faire revivre, vu que c'est ça, c'est le cimetière des livres oubliés que s'appelle cet endroit. Ça m'est revenu d'un coup, là, comme une illumination. Et donc il lui dit, tu prends un livre pour le faire revivre, et comme ça, à chaque fois qu'un nouvel enfant vient ici, il y a un livre qui revit sa vie en étant découvert par quelqu'un de nouveau, et en prenant de l'importance pour lui. Donc Daniel va prendre justement un livre qui s'appelle L'ombre du vent, et il va trouver ça génial. Donc il va le lire, il va en même temps faire la connaissance d'une fille, parce que c'est la fille d'un mec que son père lui a conseillé d'aller voir pour avoir des renseignements sur l'auteur du livre. Et donc le mec va lui dire, parle-en à ma fille, parce qu'elle s'y connaît plus que moi à propos de cet auteur qui s'appelle Julian Carax, du coup. Et donc la fille lui dit que oui, effectivement, on lui a lu un livre de ce mec-là quand elle était plus jeune, etc. Donc elle raconte un peu son histoire. Et donc Daniel, le héros, va devenir amoureux de cette fille. Ça, c'est pas super important, mais bon, c'est le début. Et ensuite, il y a un mec au visage brûlé qui fait peur et qui porte le nom d'un personnage, justement, de l'ombre du vent, qui est censé représenter le diable, qui apparaît à Daniel et qui lui dit qu'il veut lui acheter son livre. Et Daniel comprend que c'est pour le brûler, donc il lui dit non, je vais pas vous le donner. Et donc le mec le suit, il le revoit plusieurs fois. Et donc on ne sait pas pourquoi, il y a ce mystérieux mec qui veut rassembler tous les livres donc de Julian Carax et les brûler. Et à côté de ça, du coup, Daniel, au fur et à mesure qu'il va grandir, parce qu'au début il a 10 ans quand il trouve le livre, mais après il doit en avoir plutôt dans les 12-15, après il est adolescent. Et après on a une petite ellipse et on le revoit quand il est plus jeune adulte, il doit avoir 18 ans par là, et donc il décide de comprendre ce qui est arrivé à Julian Carax, parce que personne ne sait ce qu'il est devenu. Il paraît qu'il a été assassiné comme ça, comme un pauvre malheureux, dans les rues de la ville, et on soupçonne qu'il y a un flic chelou de cette ville, un espèce d'inspecteur très flippant, qui est probablement mouillé dans cette affaire où on ne sait pas ce qui est arrivé à l'auteur, ses livres sont brûlés, on se dit que c'est peut-être lui qui lui en veut, etc. Bref, il y a une affaire mystérieuse avec ce Julian Carax. Daniel, comme il se dit que c'est un mec qui lui ressemble et que c'est l'auteur du livre qu'il considère un peu comme le livre de sa vie, il veut savoir la vérité là-dessus, donc il va enquêter pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé finalement, pourquoi Julian Carax s'est fait tuer, quelle était sa vie, quelle était la fille dont il était amoureux et que finalement il n'a pas pu retrouver. Enfin, il y a plein de mystères comme ça autour de sa vie, et donc Daniel veut les élucider. Alors l'histoire, du coup, en fait, tout le long du livre, ça va être un parallèle entre la vie de Daniel, qui est au début adolescent et après jeune adulte, et la vie de Julian Carax, qui a vécu des choses similaires, notamment le fait que justement il soit amoureux d'une fille où il y a un amour un peu interdit, et que du coup ça va pas super bien se passer. Tous les deux ils sont emmerdés par des mecs bizarres qui les recherchent. Ils ont un espèce de truc sombre qui a l'air de leur courir après. Il y a pas mal de gens qui disent à Daniel, quand il va les voir et les interroger, qu'il lui ressemble à Julian Carax physiquement, etc. Donc il y a vraiment un gros parallèle qui est fait entre leur vie à eux deux. Il y a vraiment un côté un peu fresque, un peu éternel recommencement, etc. dans le fait
Il y a beaucoup de personnages jeunes qui ressemblent à des personnages plus âgés, et on voit qu'ils ont échoué, qu'ils sont tristes, qu'ils sont malheureux, et que les jeunes refont les mêmes erreurs qu'eux, etc. Et en même temps, il y a des personnages qui arrivent à rester heureux ou joyeux ou positifs, etc., alors qu'ils ont vraiment des vies de merde. Notamment un Clodo que Daniel va aider et qui va inviter à travailler dans la librairie de son père. Et donc ils vont refaire de lui quelqu'un de présentable vis-à-vis de la société, donc ils vont un peu le ramener à la vie. Et le mec du coup va être ultra optimiste et plutôt rigolo, ça va être le comique de l'histoire, quoi. Donc vous allez me dire, là t'es en train de parler des personnages et pas de l'histoire, mais en fait ce que je veux vous dire c'est que là je vais vous dire l'histoire, c'est une histoire d'enquête où un jeune adulte essaye d'apprendre la vie d'un écrivain un peu maudit. Mais là ça a l'air banal quand je le dis comme ça, mais en fait il y a vraiment justement une espèce de profondeur et de richesse dans la manière dont les personnages qui sont écrits. Et c'est vraiment très émotionnel, donc j'ai vraiment tout de suite accroché. Mais j'y reviendrai peut-être à propos de l'écriture. Du coup, le concept c'est vraiment... Il y a un côté très terre à terre, on va dire, mais je sais pas si c'est vraiment le mot, dans le fait que tous les gens ont des vies extrêmement tristes, avec un énorme côté tragique. Mais en même temps, il y a cette espèce de beauté sous-jacente, à la fois dans le fait que les gens veulent se battre, qu'ils veulent garder espoir, qu'ils veulent toujours aimer et se raccrocher à l'amour. Et en même temps, il y a aussi un espèce d'espoir dans cette espèce de côté clin d'œil du destin, justement, dans le fait que dans cette fameuse librairie, enfin pas librairie, mais le cimetière de livres oubliés, Daniel est tombé sur ce livre qui aura été le livre de sa vie. Quand il y emmène sa copine, elle tombe aussi sur un livre où elle se dit c'est exactement ce que je cherchais, c'est comme s'il avait été mis là à mon intention et tout ça. Donc il y a une espèce de truc pas vraiment surnaturel, parce que c'est pas au point où on se dit que c'est pas crédible. C'est juste que de toute façon, nous, on aime les coïncidences et on les retient et on s'y accroche. Donc ça pourrait n'être que des coïncidences. Il y a rien de choquant ou de gênant à ce niveau, mais c'est des coïncidences qui vont devenir justement des destins, parce qu'ils vont devenir le centre de la vie des personnes à qui ils sont arrivés. Et dans ce sens-là, c'est intéressant. Et en fait, ça a l'air d'être vraiment ça pour moi, le concept, le fond du truc, c'est de se construire en quelque sorte à soi-même un destin, parce que la vie c'est de la merde. Et si on veut justement faire quelque chose de beau, une espèce d'œuvre avec sa vie, il faut en quelque sorte avoir le regard pour ça, la vision pour la construire soi-même. Et du coup, les gens qui sont plutôt mesquins, méchants, etc., ils ont tendance à se construire eux-mêmes des vies de merde. Alors ils le font pas exprès, mais c'est ce qu'ils ont tendance à faire. Et finalement... même si, je veux dire, dans la réalité, il y a énormément de gens qui sont pas responsables des merdes qui leur arrivent, et il y a énormément de gens à qui il arrive des choses qu'ils méritent pas, on va dire. Mais, on aime bien qu'il y ait une espèce de justice, d'équilibre, etc. Et là, le livre va en mettre en scène, et ça reste toujours relativement crédible. Même le positif, il y a suffisamment de souffrance autour pour qu'on se dise que ça passe. Alors vous allez me dire, c'est vachement abstrait ce que je dis là, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça le concept du livre. C'est vraiment un truc autour de cette sensation, de se construire une histoire, un destin, quelque chose où on est articulé dans une espèce de continuité. Le fait d'avoir des enfants, mais pas seulement physiquement, mais aussi spirituel, justement comme avec l'auteur de L'ombre du vent qui a fasciné Daniel, etc. Il y a vraiment un délire, je dis pas le mot délire dans le sens négatif, mais délire dans le sens une fixation sur ce genre de thème, de la transmission, de l'héritage qu'on peut laisser, etc. Et c'est pas forcément mon délire, mais là c'est vraiment bien fait, c'est vraiment beau. Il y a suffisamment de tragédie pour que j'arrive à croire au positif qu'il y a et que je puisse l'accepter. Donc moi, ça m'a tout à fait plu. Le déroulement de l'intrigue, il y a toujours... Il y a vraiment le côté enquête, en fait. C'est vraiment donc Daniel qui va chercher des personnages qui ont connu Julian Carax, qui va les interroger à chaque fois, essayer de recueillir des fragments de sa vie, essayer de reconstituer la vérité, vraiment comme pour une enquête où on se dirait s'il y a eu un meurtre, on va écouter les versions de chacun, voir qui nous a menti, pourquoi il a menti, est-ce qu'on peut avoir d'autres infos, est-ce que c'est concordant, tout ça. Donc c'est vraiment fait comme une enquête. Mais au final, les récits qu'on a, c'est pas du tout ceux d'un meurtre, c'est vraiment ceux de la vie d'une personne. Du coup, ce qu'on reconstitue, c'est pas une scène de crime, c'est un portrait en fait. Ça peut paraître complètement anodin et voire complètement inintéressant, mais en fait, là, ça l'est pas parce que les personnages sont extrêmement vivants, bien décrits, émotionnellement riches et ils sont tous intéressants.
À chaque fois qu'on découvre un nouveau personnage, on se dit qu'il a un côté charismatique, un côté intéressant, etc. Même les personnages justement du passé de Julian Carax, on s'y intéresse aussi, on a envie de savoir ce qu'ils sont devenus. C'est extrêmement détaillé et profond au niveau description des personnages, etc. C'est très crédible et tout, donc moi je me suis vraiment prise dedans, même si c'est vrai qu'il y a des moments où je me suis dit, intuitivement ça me plaît pas ce côté on bascule d'un récit dans un autre récit, en mode on interroge une personne qui parle de ce qu'une autre personne lui a dit, etc. Et du coup on se retrouve dans des histoires où on sait pas à chaque fois si les gens nous disent la vérité, etc. Des fois il y avait beaucoup de persos et beaucoup de noms et beaucoup de lieux et d'époques qui se mélangent et tout. Je me sentais un peu paumée, je me disais bon voilà. Mais il y avait vraiment le fait que les personnages sont extrêmement attachants. En fait ils prennent tous super cher et en même temps ils ont tous un côté vraiment passionné et accroché à des idéaux et quelque chose où on a envie de voir ce qui va leur arriver, on a envie de voir s'ils vont se casser la gueule ou s'ils vont tenir le coup, comment ils vont tenir le coup, comment ils vont interagir les uns avec les autres, etc. C'est vraiment les personnages qui font que je suis rentrée dedans. Donc vous allez me dire ça n'a rien à voir avec le déroulement de l'intrigue, mais tout ça pour vous dire que le déroulement de l'intrigue, c'est vraiment justement une enquête avec des histoires dans des histoires dans des histoires, et il y a plein de récits. À chaque fois on recueille les récits des gens et on essaye de se reconstituer un puzzle avec ça et d'apprendre la vérité au fur et à mesure. C'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais les personnages sont tellement bien, même l'écriture est belle, etc. Et que du coup on arrive à rentrer dans chaque nouveau personnage facilement, même si c'est un nouveau personnage justement. Et ça c'est pas étonnant. Et moi je me suis dit vraiment dès les premières lignes que j'ai commencé à lire ce livre, je me suis dit bah là je crois que ça va être génial, je crois que je vais kiffer. Et ça n'a pas loupé. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, je me disais « Oh non, ça me fatigue et tout. Pourquoi on part encore dans un autre endroit, dans une autre époque, un autre récit, machin ?» Et à chaque fois, j'arrivais à rentrer dedans rapidement. Et du coup, je me dis « Bah vraiment, cet auteur, il est balèze parce que on m'aurait raconté l'histoire, ça m'aurait pas du tout donné envie de la lire. Mais concrètement, c'était génial. Donc le déroulement de l'intrigue, pour moi, c'est pas spécialement le point fort du truc. À part le fait que ce soit long, détaillé, et qu'on a vraiment le temps de voir les persos évoluer, et de se demander ce qui va leur arriver, de se demander qu'est-ce qu'il va ressentir après ce qu'il a vécu, etc. Ça, c'est un point positif. Mais vraiment, ce côté récit dans le récit, avec des tonnes de persos, moi, c'est quelque chose qui a tendance à me fatiguer et à m'empêcher de rentrer dedans, d'habitude, évidemment. Donc voilà, le déroulement de l'intrigue, c'est pas un schéma que j'apprécie, mais comme quoi on peut le réussir, pour moi, c'est pas du tout rédhibitoire. La fin, j'y reviendrai, évidemment, je vais pas vous la spoiler, parce que je vais vous dire, si vous êtes pas Alcyon, lisez-le, parce que franchement, c'était génial, quoi. Donc je vous disais, les personnages, franchement, ils sont trop bien, quoi. Daniel, il est super classique, il y a vraiment pas la peine de... C'est pas pour vous dire que les persos sont originaux, c'est juste que leurs émotions sont vraiment très bien décrites, elles sont vraiment crédibles, on nous raconte suffisamment d'éléments de leur vie pour qu'on comprenne où en sont les persos, qu'on ressente les mêmes choses qu'eux et qu'on se sente totalement concerné par ce qui leur arrive. Daniel, il se dit souvent qu'il est lâche, parce qu'il y a des situations où il aurait pu aider des gens et où il l'a pas fait. En même temps, c'était des situations où s'il avait essayé, ça aurait mal tourné pour lui. Et donc, à la fois, on comprend qu'il ressente ça, en même temps, nous-mêmes, on se dit, oui, enfin, il est lâche, mais il est lâche comme n'importe qui le serait, en fait. Tous à une certaine dose de promesses, de menaces, etc., de trucs horribles qu'on peut nous faire à nous ou à ceux qu'on aime ou quoi, on serait lâche. Donc jamais on se dit je l'aime plus ou quoi parce qu'il a fait quelque chose qu'il s'est comporté comme un connard, même si lui il le pense, etc. Vous allez me dire c'est un détail ce que je raconte, mais comme je vous disais, le mec, je me rappelle plus son nom, hein, désolé pour lui, mais le SDF que Daniel recueille et qui devient après un aide dans leur librairie, il est super attachant aussi, même si par moments il est saoulant, qu'il parle trop et qu'il raconte des trucs un peu bizarres et tout. Ça fait du bien de voir un mec positif comme ça, et puis en plus on comprend sa logique. En fait, comme on l'a connu justement Clodo, qu'on a vu son évolution, etc., on se dit, en fait, on lui accorde le droit d'être comme ça parce qu'on sait ce qu'il a traversé, on sait quelle valeur ça a, on sait qu'il fait ça pour se rassurer, se donner une contenance, se créer un personnage et tout. En fait, je crois que c'est souvent ça qui fait que j'aime une chose. C'est vraiment quand les personnages ont l'air d'avoir conscience justement d'incarner un personnage. À partir du moment généralement où les auteurs sont capables d'accorder une telle profondeur à leur personnage, je peux être sûre que l'histoire va être géniale.
Vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, mais c'est la même chose que j'avais ressenti dans Steins Gate. Franchement, il y a des... Enfin, les gens qui vont me dire que les persos de Steins Gate sont pas crédibles, parce que justement, dans la vraie vie, on voit pas des gens à l'air aussi fous. Je vous dis, mais votre vie, elle doit être triste, hein, parce que... moi, j'en connais des gens à l'air aussi fous. Et souvent, c'est des gens intéressants. Et voilà, ils ont totalement conscience que c'est un rôle, et ce personnage-là, le SDF dont je me souviens pas le nom, c'est exactement pareil. Et en fait, dans une moindre mesure, mais réellement, il y a plusieurs personnages comme ça qui ont conscience d'avoir un rôle, qui en jouent d'une manière ou d'une autre, hein. C'est pas tous des clowns, évidemment. Mais voilà, c'est pour vous dire que les personnages, ils sont profonds, ils ont plusieurs couches. Il y a celle que... Enfin, le visage, en quelque sorte, qui montre aux autres, celui qu'ils ont envie de croire que même ils ont, etc. Et... Enfin, c'est rare, en fait, d'être capable d'avoir autant de profondeur et de crédibilité, etc. dans des... justement, dans des relations sociales. Par exemple, quand vous voyez certaines personnes, le problème c'est que je veux pas trop spoiler, donc je vais... Mais bon, déjà, je pense quand même qu'on peut le dire que Julian Carax, il a eu un peu une enfance de merde. Et c'est un petit spoil, mais c'est un spoil, je pense que je peux aller jusque-là quand même. Que par exemple, son père, il maltraitait sa mère, etc. En fait, quand on a le détail de leur vie, on comprend pourquoi, même si on se dit pas qu'il a raison, on se dit toujours que c'est un con, etc. Mais en fait, on comprend que le mec se fait du mal tout seul et que il est comme ça parce que justement, il est con, il n'y a pas grand chose dans la tête, etc. Et lui-même, à la fin de sa vie, bon là, encore plus petit spoil, mais c'est pour vous dire que même les personnages comme ça, qu'on n'aime pas trop parce que c'est un peu des connards, ils ont des moments où on se dit, ouais, enfin, on a envie d'être indulgent envers eux parce qu'on se dit quand même, c'est la vie, c'est de la merde. Les gens, ils subissent plus qu'autre chose, quoi. Donc à la fin de sa vie, il va un peu se rendre compte qu'il a eu tort, entre guillemets, de faire souffrir sa famille. Et en même temps, on comprend les réactions des gens qui ont été blessés, on comprend pourquoi lui, il réagit comme ça, parce qu'il avait aussi l'impression d'avoir été blessé. En fait, on voit vraiment justement tout le côté tragique de la vie, où tout le monde se blesse en ayant l'impression juste de se défendre, et où ça paraît complètement con avec le recul. Mais où les choses, on peut pas vraiment les empêcher quand on est pris dedans. Et tout ça, vraiment, ça fait que c'est extrêmement émouvant, en fait. Et justement, moi, c'est ce que j'aime, je vous ai déjà dit, je pense, mais j'aime pas du tout quand je peux pas m'attacher au perso. Et je préfère vraiment m'attacher à tout le monde, même aux connards, quitte à être triste à la fin de l'histoire quand il y a un des camps qui va perdre ou il y a une des personnes qui va mourir, plutôt que de regarder des persos et de me dire, mais il leur arrive des trucs, mais j'en ai rien à foutre. Donc là, typiquement, mais dans ce livre, j'étais attachée à quasiment tout le monde. Et c'est ça qui est génial. C'est là que moi je me dis que l'auteur il a vraiment réussi son boulot. Après, je pense que c'est pas l'objectif de tous les auteurs de faire en sorte qu'on s'attache à tous leurs personnages, donc chacun ses centres d'intérêt, mais moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc pour le coup là j'avais vraiment de quoi faire. L'apparence, c'est pas le truc auquel j'ai attaché le plus d'importance, mais si les persos sont quand même décrits, parce que par exemple les filles dont Daniel est amoureux, j'ai une image assez précise d'elles dans la tête. Bon, j'ai une image de Daniel et de Julian, mais je sais pas si c'est la vraie, parce que je pense que je me suis plus fait des images mentales à partir de leur personnalité qu'à partir de ce qu'on m'a décrit de leur physique. Donc je vous dirai pas comment je les imagine, parce que je sais pas du tout si c'est la réalité. Mais du coup, c'est à peu près sûr, en tout cas, que oui, ils étaient décrits. D'ailleurs... Les gens qui vieillissent aussi, on nous les décrit avant, après, à divers stades de leur existence, et c'est quand même bien fait aussi sur ce plan-là. Même si c'est un peu attristant toujours, on se rend compte que justement les jeunes sont tous ressemblés quand ils étaient jeunes, et ils vont tous vieillir, etc. Donc il y a vraiment ce côté cyclique qui est toujours un peu déprimant, mais qui fait partie de la réalité. Et du coup, quand je lisais ce livre, à énormément de moments, je me sentais vraiment triste, mais en même temps, je me disais... c'est génial. Et donc la personnalité des persos, je vous dis, c'est l'énorme plus de ce livre, vraiment, c'est vraiment là tout principal. Donc, Et puis l'évolution aussi. Franchement, Daniel, on le voit quand il a 10 ans, mais on le voit vite fait quand il a 10 ans, après on le voit quand il est ado, après quand il est jeune adulte, puis après, toute sa quête de vouloir retrouver la vie de Julian Carax et comprendre ce qui lui est arrivé, c'est aussi une quête... pour comprendre lui-même qui il est, etc. Enfin, ça peut paraître très cliché ce que je dis, mais c'est la réalité, c'est comme ça que ça se passe pour lui. Ça veut pas dire que ça se passera comme ça pour tout le monde, mais ça pourrait. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous... on se découvre pas tous en s'identifiant à un auteur ou quoi que ce soit, donc forcément, ça va pas parler à tout le monde. Mais c'est une manière comme une autre, entre guillemets, de se révéler à soi-même. Et surtout quand il se passe des coïncidences comme ça, où on a des événements de notre vie qui ressemblent à ceux de la personne en question,
Alors c'est sûr qu'on peut pas tous être dans un cas comme ça, mais c'est sûr que ça fait réfléchir sur soi-même. Et puis d'une certaine manière, peu importe, parce que si ça avait été un personnage fictif, ça aurait pu être pareil, ça aurait été moins intéressant à raconter. Mais je pense qu'on vit tous un peu ça, de se découvrir aussi à travers les autres et d'évoluer à travers ça. Évidemment, c'est pas aussi linéaire que dans un livre où tout se met sur un perso précis, où vraiment toutes les coïncidences font ce qu'il faut pour que ça aille dans le bon sens, etc. Mais n'empêche, c'est juste une synthèse commode, on va dire, de ce qui pourrait se passer de mieux pour montrer justement comment on évolue. Du coup, je me demande si on pourrait dire que c'est un espèce de shonen, ce livre, mais il y a vraiment une évolution... Ça, c'est sûr, au départ, d'un gamin qui ressemble pas à grand-chose et qui commence à partir sur cette quête comme ça, sans trop lui-même savoir ce qu'il fait, en mode... genre, je suis un peu désœuvrée, je savais pas quoi faire, j'ai commencé. Puis après, c'est quand il va pas aller très bien dans sa vie qu'il va se raccrocher à ça. Et puis comme ça va lui apporter des réponses ou des questions qui vont le rendre plus accro, bah, il va aller de plus en plus là-dedans. Et voilà, il va complètement se découvrir à travers ça. Et bah, c'est super intéressant. Peu importe la manière de voir quelqu'un se découvrir à travers des événements, des actions concrètes, quoi. Donc, bah, moi, j'aime toujours ça d'habitude et j'aime ça ici aussi, de la manière dont c'est fait. Comme je vous dis, c'est vraiment pas l'histoire, c'est vraiment le fait que les personnages soient extrêmement bien décrits, leur évolution, leurs pensées, leurs sentiments, etc. La manière dont c'est décrit, c'est tellement bien fait que je pense que il aurait pu se passer quasiment n'importe quoi dans l'histoire. Ce qui veut pas dire que l'histoire était complètement naze, hein, mais je veux dire que l'histoire, à moi-même, quand j'y réfléchis, je me dis qu'elle avait rien de particulier. Mais c'est vraiment la manière dont elle est racontée et la profondeur des personnages qui fait à quel point elle est géniale. L'univers, les lieux et les créatures, bah du coup c'est notre monde, rien de particulier. Je sais plus d'ailleurs, ça doit être dans les années 1900 et quelques, mais j'ai peur de dire une connerie, je me rappelle pas bien. J'y ai pas attaché une grande importance, on va dire. Encore une fois, je me dis que c'est pas vraiment ça qui est important. Après, c'est sûr que ça joue parce que, bah, déjà, on nous parle beaucoup des guerres qu'il y a eu avant. Et d'ailleurs, on nous parle beaucoup de l'ambiance qu'il y avait pendant la guerre, où non seulement il y a eu plein de morts pendant, mais il y a eu plein de morts après, parce que tout le monde voulait faire taire ceux qui savaient des choses compromettantes sur eux. Et puis, tout le monde voulait éliminer les gens dont ils s'étaient servis avant, etc. Donc, en gros, il y a eu plus de morts après qu'avant et tout. Et c'était très bien raconté et très, très intéressant. Donc aussi ce côté-là était très... Enfin, il y avait vraiment un côté réaliste où je sais pas ce que l'auteur a vécu. Je me suis pas du tout renseignée pour savoir de quand est-ce qu'il datait, enfin, pourquoi il a parlé de cette époque-là et tout ça. Donc j'en ai absolument aucune idée, mais c'était vraiment bien décrit et tout à fait crédible et vraiment angoissant d'ailleurs, le climat post-guerre qu'il y a dans l'histoire. Donc c'est notre monde, mais montré d'une manière... bien réaliste qui fait que du coup ça m'intéresse. Et puis dans des aspects que je connais pas forcément et qui me sont pas familiers. Du coup, logique et cohésion, bah il y en a beaucoup. Moi, on m'a paumé à un moment. Hein, j'ai continué à m'intéresser à l'histoire, mais il y avait des moments, je disais des trucs, je me disais mais bah attends, mais lui, je croyais que, enfin je veux dire, je croyais qu'il lui était arrivé ça, etc. Enfin des fois j'étais un peu paumée tellement il y avait de persos et tellement on nous racontait les choses qui leur étaient arrivées de plusieurs points de vue et que des fois on savait pas toujours lequel était le vrai, etc. Donc moi, logique et cohésion, je saurais pas vous dire si c'était pas le cas. Moi, ça m'a paru collé, mais je pense que j'ai décroché à un moment et vraiment je me suis complètement laissée prendre par le côté émotionnel du truc, sans être hyper attachée aux détails justement du côté enquête. Vraiment, je croyais sur parole ce qu'on me disait et je me disais pas j'essaye de recouper les éléments, de rassembler les morceaux et tout. Je me suis pas pris la tête. Si un truc me paraissait bizarre, j'y réfléchissais, mais c'est tout, parce que c'est pas ma manière de procéder avec les livres, en fait, de m'arrêter. Ça peut dépendre des histoires, je pense. Il y en a qui peuvent plus m'en donner envie que d'autres, mais là, j'étais tellement prise dans le côté émotionnel du truc que j'avais pas besoin de ça, en fait. Je m'en fichais un peu, pour être honnête. J'avais vraiment envie de voir comment Daniel allait vivre ses découvertes et qu'est-ce qui était finalement arrivé à Julian Carax et qu'est-ce qu'il allait en penser quand il allait le découvrir, etc. Donc au final, savoir précisément, essayer de deviner à l'avance qui avait menti, qui avait dit la vérité, est-ce que c'était vrai que machin avait tué truc ou que truc avait couché avec machin, franchement, je m'en suis pas préoccupée, quoi. Du coup, mystère et découverte, on en a sans arrêt. Hein. Quasiment à chaque fois que Daniel retrouve une nouvelle piste, une nouvelle personne qui a connu Julian Carax, on a le droit à des pelletées de révélations.
Alors, on peut toujours se dire, tiens, c'est quand même pas mal, les gens racontent soit leur vie, ou soit ils écrivent leurs confessions, etc. Bon, des fois, ils le font pas tout de suite. Hein. C'est pas non plus le RPG en mode, t'arrives devant les persos, tu cliques dessus, puis pouf, ils te déversent tout de suite. Des fois, ils commencent par mentir ou par pas vouloir parler. Mais au final, ils vont toujours finir par le faire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un côté bien commode. Mais c'est pas vraiment gênant, parce qu'encore une fois, l'attention n'est pas vraiment là-dessus, je dirais. Enfin, l'intérêt n'est pas vraiment là. Donc, mystère et découverte, il y en a, mais pour moi, c'est surtout du mystère et de la découverte de soi, de se confronter à la réalité, la brutalité, la cruauté et tout ça de la vie, du destin, si on veut, mais du destin pas dans le sens religieux, quoi, plus dans le sens... le destin tel que nous, on le perçoit, en fait. Justement, le fait qu'on veuille croire aux coïncidences, s'y accrocher, le fait justement de vouloir croire en l'amour, etc., et de l'importance qu'on y accorde, et comment on le met au centre de notre vie, ou qu'on veut faire tout pour quelqu'un, etc. Et tout ça, comment la vie va nous mettre baffe sur baffe pour faire en sorte que ça se pète la gueule. Qu'est-ce que tu peux penser, et comment tu peux réagir quand t'es confronté à tout ça? C'est vraiment ça pour moi l'intérêt, et y a du mystère et de la découverte là-dedans. Donc après, en soi... découvrir le passé des persos, c'est pas que c'était pas intéressant, hein. Concrètement ça l'était, la vie de Julian Carax c'est vraiment le bordel et elle est vraiment intéressante au fur et à mesure qu'on la découvre. Mais après si c'était quand même intéressant parce que Julian Carax en lui-même c'est un perso aussi qu'on a envie de comprendre vu que justement Daniel se sent super proche de lui et puis rapidement on rentre dans le délire et on a envie de nous aussi de le connaître et d'en savoir plus et il est quand même assez attachant. Donc si lui aussi on veut éventuellement le connaître, etc. Il y a beaucoup de persos de toute façon qu'on va vouloir connaître et où on va vouloir en savoir plus et où on va avoir de l'empathie pour eux parce qu'il va leur arriver des trucs pas cool. Donc voilà, mais pour moi c'était toujours du personnel et au final, de toute manière réellement le côté cancan entre guillemets du fait que plein de gens différents racontent des histoires dont ils ont entendu parler, etc. ne prendra jamais le dessus sur justement le côté émotionnel où on va toujours être dans l'empathie pour quelqu'un. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce livre. Donc, l'écriture, je vous dis, je pense que vraiment, l'écriture, c'est un gros point fort parce que réellement, dès le début du livre, je me suis dit, celui-là, je pense que je vais l'aimer. C'est vraiment dans les premières lignes. Et je crois que c'était en lisant une phrase précise que je vais vous retrouver. 6 ans après, l'absence de ma mère était toujours pour moi un mirage, un silence hurlant que je n'avais pas encore appris à faire taire à coups de mots. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, c'est bon. À mon avis, là, ce livre, je vais passer un bon moment. Ça m'a paru évident, quoi. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Pourtant, vous allez me dire, c'est quelque chose que moi, en tout cas, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu, ou même peut-être déjà dit, ou déjà pensé. Mais en fait, c'est compilé. C'est dit à la fois d'une manière très simple, très évidente, où justement, on a cette impression de déjà entendu, du coup, on comprend immédiatement, on n'a pas besoin de s'arrêter, de réfléchir. C'est pas genre une métaphore dure où on réfléchit, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Comme ça m'a fait, comme je vous le disais dans la fameuse nouvelle du tome 2 du Sorceleur, hein, je vous disais la vérité est un éclat de glace, tout ça, moi j'ai galéré, hein, mais là voilà, je me dis je comprends immédiatement ce que ça veut dire, même je le comprends limite physiquement, j'ai l'impression de ressentir la douleur et tout qu'on ressent quand on perd quelqu'un, et je me dis ouais en fait j'ai juste l'impression que c'est exactement ça, que je ressens l'émotion pendant que je suis en train de lire, et du coup je me dis à partir de là l'auteur il m'emmène où il veut. Si je peux vraiment ressentir ce que ressentent ces personnages en live comme ça, en même temps que je lis, c'est sûr en fait que je vais vivre quelque chose de mémorable, on va dire. Je peux pas dire de bien, de positif ou quoi, parce que ça dépend complètement de ce que l'auteur va écrire, mais en tous les cas, c'est sûr que je vais m'en souvenir et que ça va me toucher. Et puis beaucoup plus tard dans le récit, je vous dis cette phrase qui ne spoile pas, mais qui pour moi, quand je l'ai lu aussi, je me suis dit... ah ouais. Donc je l'ai écrit. Combien d'âmes perdues te faut-il, Seigneur, pour satisfaire ton appétit ? Demandait le chapelier. Dieu, dans son infini silence, le regardait et restait impavide. Franchement, vous allez me dire encore une fois, même si vous le savez pas encore parce que je l'ai pas encore publié, mais j'ai écrit un truc relativement similaire. Mais l'idée de parler d'infini silence à propos de Dieu, je trouve ça génial. Parce que clairement, Dieu, normalement, tout est infini chez lui, et généralement on parle de son infinie sagesse, son infinie bonté, son infini machin. Et de parler de son infini silence, la seule chose qui paraît réellement infinie, effectivement, à propos de Dieu, mais je trouve ça totalement génial. Donc voilà, moi aussi je me disais que le truc le plus manifeste à propos de Dieu, c'était son silence. Mais la formule infini silence, elle contient une telle ironie et une telle tristesse en même temps, je trouve ça totalement balèze. Et ce livre, il est vraiment plein de trucs comme ça. Où quand tu les lis, tu comprends immédiatement ce que ça veut dire,
Et à chaque fois, t'as envie à la fois de sourire et de pleurer en même temps. Et moi, j'adore cette émotion, j'adore ce genre de truc. Enfin, les émotions complexes où on se dit pas juste c'est drôle ou juste c'est triste ou quoi que ce soit, mais quand on ressent un bordel où on n'arrive pas du tout à faire le tri, où on a du mal à mettre des mots dessus et tout, et ouais, moi j'adore ça en fait. Et ce livre, il m'a mis dans cet état, mais quasiment tout le long. Où j'avais envie de m'arrêter juste pour me dire, mais qu'est-ce que je ressens ? Et bordel, j'en sais rien. Et ça, c'est quand même génial. D'ailleurs, à un moment, je me suis arrêtée et j'ai été écrire un texte. Et ça m'arrive pas avec beaucoup de livres. Donc encore une fois, ça fera que ce livre, je m'en rappellerai potentiellement longtemps, voire toujours, parce que, sauf si je perds complètement la mémoire et que je me dis, mais ce texte, quand est-ce que je l'ai écrit ? J'en sais rien. Mais en tout cas, si je garde un minimum de cohérence dans mon cerveau, ce qui n'est pas très sûr avec les années qui passent, quand je lirai mon texte, je me dirai, ah oui, ça c'est le livre c'est le texte que j'ai écrit quand j'ai lu ce livre-là. Et du coup, forcément, ça va rester, quoi. Mais ça, c'est cool, quoi. Je vous dis, réellement, c'est cool. Donc pour moi, c'est rare que je trouve des auteurs où j'accroche autant à leur écriture. Avec ce côté très simple et en même temps très percutant, et où il y a des métaphores, il y a de l'émotion et tout, mais tout est vraiment simple et ça va à l'essentiel, quoi. Ça dit en très peu de mots des choses très complexes et très profondes. C'est vraiment fort de pouvoir faire ça. Du coup, poésie et contemplation, il y en a, même si d'une certaine manière, je vous dirais, c'est pas vraiment la poésie pour moi qui définit cette écriture. Comme je vous disais, pour moi justement la poésie, c'est plus quand on comprend rien, c'est plus quand les métaphores n'ont rien à voir, à première vue en tout cas, avec ce qu'on décrit, et qu'il faut vraiment s'immerger dedans pour se dire, ah ouais, pour moi la poésie ça nécessite un espèce de temps d'adaptation. Là vraiment le truc, tu lis la phrase, t'as l'impression que ça te frappe tout de suite. Du coup je pense pas que ce soit de la poésie, ou en tout cas c'est pas ce que j'appelle couramment de la poésie. Et puis pour ce qui est de la contemplation, je suis pas sûre que ce soit vraiment ça non plus. Mais le fait d'être constamment ému en lisant un livre, on pourrait dire que c'est quand même plus du côté de la poésie que du côté de l'action. Et j'y reviens, d'ailleurs j'y viens parce que puisque j'en parle, autant tout faire en même temps. Suspense et action, c'est pas non plus ce qui caractériserait le plus ce livre. Il y a quelques scènes d'action et elles sont bien décrites, mais encore une fois, dans les scènes d'action, ce qui est bien décrit, c'est plus le côté émotionnel. Par exemple, si vous voyez une personne que vous aimez se faire casser la gueule, pour ne pas du tout citer les persos en question, qu'est-ce que vous allez ressentir quand vous allez le regarder se faire casser la gueule et ne pas pouvoir réagir ? Et voilà, on est plus concentré sur qu'est-ce que vous ressentez, comment vous vous sentez comme une merde, etc. Plutôt que de vous décrire dans le détail comment le mec s'est fait casser la gueule. Mais en quelques mots, vous l'avez très bien compris. Et de toute manière, vous aurez l'image, vous aurez l'impression que c'est dur, que c'est violent et que limite vous n'avez pas envie d'en voir plus. Donc vous n'allez pas vous dire, mais c'est pas suffisant, c'est pas bien. Ça c'est sûr. Donc la scène d'action, au niveau de l'action, il y en a. Mais vraiment, on est toujours orienté sur qu'est-ce que ça fait ressentir. Alors est-ce que c'est de la poésie ou est-ce que c'est de l'action ? Là, je suis en train de me dire qu'il me faudrait une troisième catégorie pour dire émotion, psychologie. Mais j'avais jamais pensé avant. Est-ce que je vais créer une catégorie juste pour ce livre ? Du coup, je pense que non. Mais je pense qu'encore une fois, ça prouve que ce livre, il a fait quelque chose de vraiment balèze. Il a transcendé mes catégories. Donc les dialogues, les dialogues sont bien quand même. Parce que, comme je vous disais, le fameux Clodo, il parle d'une manière à la fois précieux. Le mec, justement, c'est un Clodo, il va vous citer des écrivains, des philosophes, machin. Des fois, il mélange un peu les citations pour leur faire dire ce qu'ils veulent, etc. Mais c'est le genre de mec, on a l'impression de l'entendre à chaque fois qu'on le lit. Et du coup, ça fait un personnage très crédible. Et c'est pas le seul, en fait. Les persos ont vraiment leur manière de parler. Il y en a qui parlent très peu et qui ont pas l'air très intelligents quand ils parlent, etc. Et c'est plutôt bien fait. Il y a vraiment plusieurs sortes de manières de parler et tout. C'est pas hyper caractérisé non plus, mais c'est suffisant pour qu'on ait vraiment l'impression que chaque personnage a un peu... On a vraiment l'impression qu'ils ont chacun leur vie. Ouais, ils se ressemblent pas trop tous, quoi. On a vraiment l'impression qu'ils ont eu une vie... qu'ils ont grandi chacun dans un coin et dans un contexte différent avant qu'ils nous arrivent, quoi. Crédibilité, réalisme, du coup, oui. Carrément. Même si on peut peut-être faire mieux dans ce domaine, parce que c'est pas le premier truc que je penserais pour dire du bien de ce livre, c'est vraiment plus les pensées, les sentiments, etc. qui sont mieux décrites que les dialogues en eux-mêmes. Mais les dialogues sont quand même bons, quoi. Et du coup, l'originalité, le côté marquant, outre ce fameux SDF dont j'ai encore oublié le nom, de toute façon, son nom, c'est pas un vrai nom. Enfin, c'est un faux nom. Mais peu importe, j'aurais quand même pu le retenir. Mais bon, ma mémoire, c'est vraiment plus ce que c'était. Outre lui, je dirais pas qu'il y a beaucoup de choses marquantes dans les dialogues, mais c'est pas gênant.
encore une fois, quoi. C'était vraiment... Après, vous allez me dire, moi, si on me donne vraiment ce que j'aime, j'ai besoin de rien d'autre. Et clairement, là, ce livre, il m'a donné mais une dose de quoi m'assommer de ce que j'aime, en fait. Du coup, sur ce qu'il y a à côté ou ce qu'il n'y a pas à côté, ça m'est un peu passé au-dessus. Et du coup, en note globale, je lui ai mis 8. Parce que, je lui mets pas 9 parce que je suis pas sûre de vouloir le relire. J'ai vraiment pas l'impression que ça me ferait le même effet si je le relisais. Il y avait vraiment le suspense de me dire mais qu'est-ce qui va arriver à Daniel, qu'est-ce qui est arrivé à Julian et tout ça tout le long, qui jouait énormément. Et puis il y a des persos où on se demande si c'est des méchants, pourquoi ils le sont, qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils sont là, tout ça. Donc vraiment le mystère joue pas mal, donc je suis pas sûre d'avoir envie de le relire. En plus, il y a certaines choses... je vous dis ce côté cyclique, etc. Puis la fin, je suis pas ultra fan de la fin, même si elle m'a pas dérangée, je la trouve satisfaisante. Mais c'est pas non plus ce que j'ai préféré. Donc voilà, je mets pas 9 parce que j'ai pas... Ouais, je me dis pas vraiment que j'aurais envie de le relire, réellement. Mais quand je l'ai lu, je le relirai peut-être un jour en fait, mais réellement les livres auxquels je mets 9, c'est les livres où je me dis je les lirai une fois par an et ça me ferait toujours autant plaisir. Et lui, non, c'est clairement pas le cas. Lui, peut-être je le relis dans 5 ou 10 ans, ça me fera autant plaisir, mais pas trop souvent non plus. Déjà, il est assez dur et en même temps, les côtés espoir qu'il a, c'est des choses auxquelles je crois pas trop. Il y a des choses que l'auteur doit penser, qui doivent être des sous-entendus évidents entre guillemets pour lui, et qui le sont pas pour moi. En fait, comme le livre est extrêmement sincère et extrêmement riche émotionnellement, ça m'a jamais dérangé en lisant. Parce que pour moi, considérer que ça m'aurait dérangé, ce serait comme engueuler un ami que j'apprécie parce que sa manière de parler me dérangerait ou parce qu'il aurait une expression, enfin peu importe, ou alors parce qu'il lui serait pire encore, parce qu'il lui serait arrivé un événement dans sa vie qui me plairait pas. Quelque chose comme ça. En fait, ce livre m'a l'air tellement sincère que pour moi, je peux pas le remettre en question. Mais en même temps, de la même manière que vous pouvez vous dire, bon, tel ami, je l'aime bien, mais j'ai pas envie de le voir trop souvent parce qu'il me fatigue un peu, etc. Ce livre, il m'a donné un peu cette sensation à la fois d'être très intense sur le moment et de m'avoir vraiment apporté quelque chose, mais en même temps de m'avoir beaucoup fatiguée. Et que du coup, je suis pas sûre d'avoir envie d'y revenir. C'est pour ça que je suis sur un 8 et pas sur un 9. Mais vraiment, c'est un beau 8, quoi, où je me dis, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu quelque chose, comme si c'était un événement marquant de ma vie, quoi. Et c'est suffisamment rare pour être souligné et pour mériter un 8. Et un 8, c'est quand même mon chiffre préféré. Même si c'est pas la meilleure note. Donc c'est cool. C'est cool et je vous le conseille totalement. Et d'ailleurs, je me dis que je pourrais très bien lire d'autres livres de cet auteur parce que, avec une écriture comme ça, moi, je reviens quand vous voulez. Hein. C'est pas parce que j'ai pas trop envie de relire le même livre. J'aimerais vraiment bien en lire peut-être 2 ou 3 autres, voir s'il y a toujours ce petit fond qui me dérange un peu, on va dire, où les côtés positifs sont des choses que j'aime pas. Mais en dehors de ça, en fait, vraiment, ça me donne envie d'en savoir plus, d'en lire d'autres, et je le ferai probablement. Donc allez-y, foncez, essayez, et tralala youpi poète. Donc on va revenir sur la fin, même si je suis pas sûre d'y être obligée. Quand même pour vous dire justement ce qui m'a dérangé. Encore une fois, vous allez peut-être me dire c'est pas cool parce que souvent quand je parle des fins, c'est pour me dire ce qui m'a dérangé. Quand rien m'a dérangé, j'ai pas forcément envie d'en parler. Après, peut-être si j'avais aimé quelque chose ou si ça m'avait perturbé. La perturbation, ça peut aussi me... Mais être dérangé et être perturbé, c'est pas la même chose, hein, vous allez voir. Mais donc, en fait, la fin... Alors, est-ce que c'est vraiment utile que je la raconte ? Je pense que oui. Mais je peux pas tout raconter. Le problème, c'est que ce livre, il est vraiment... On passe par des tonnes et des tonnes de révélations et il faut suivre la vie de Daniel et Julian pendant tout le livre pour comprendre la portée de ce qui leur arrive. Mais grosso modo, ils ont eu tous les deux donc une histoire avec une fille où leurs parents, enfin c'est les parents de la fille surtout, qui étaient pas du tout d'accord pour que ça arrive. Julian, donc il était amoureux d'une certaine Pénélope, du coup que son père a tué accidentellement entre guillemets, mais parce qu'en fait il l'a enfermée dans sa chambre vu qu'elle était enceinte de Julian et que il supportait pas ça, et il l'a laissé accoucher
à l'arrache chez eux et elle est morte et son bébé aussi en couche. Donc indirectement, il l'a tué en l'empêchant de sortir de l'hôpital, etc. Daniel, il est sorti avec une certaine Béa. Et pareil, le père a dit qu'il le tuerait s'il le chopait. Le frère, qui était son ancien pote, à Daniel, l'a menacé aussi. Et on apprend aussi que donc il l'a mis enceinte. Donc là, il y a un gros parallèle. Et lui, comme il a appris ce qui s'est passé avec Julian, il n'a pas du tout envie qu'il lui arrive la même chose. Et en plus, ce qui se passe aussi avec Julian, c'est que Julian, il y a son pote Mickaël qui était censé lui avoir organisé une fuite en France avec Pénélope. En fait, Pénélope s'est fait découvrir juste avant, donc elle n'a pas pu partir. Mickaël l'a fait fuir quand même en lui disant qu'elle allait le rejoindre. Mais en fait, il lui a menti pour qu'il parte quand même, parce qu'il savait que sinon Julian allait rester et essayer d'aller libérer Pénélope. Et il pensait qu'il allait se faire tuer ou quelque chose comme ça, s'il faisait ça. Donc il l'a fait partir pour le sauver en lui mentant. Donc Pénélope est morte, mais Julian ne le savait pas. Et Mickaël lui a fait envoyer une lettre que Pénélope avait écrite force avant de mourir sous la contrainte de son père, où elle lui disait qu'elle s'était mariée et qu'elle voulait jamais le revoir. Donc il lui montre ça parce qu'il se dit que c'est quand même moins cruel que la vérité. Et du coup, Julian, il pense toujours que Pénélope est vivante et qu'il peut la retrouver. Donc ça serait pour ça qu'il serait revenu à Barcelone. Et c'est en 1945, donc oui, c'est juste après la guerre. Mais je me rappelais plus si c'était la première ou la seconde, du coup c'est la seconde. Julian donc serait revenu mourir à Barcelone pour essayer de retrouver Pénélope. Le mec qui est supposé l'avoir tué, ce serait ce fameux policier corrompu qui était un de leurs amis d'enfance, qui était aussi amoureux de Pénélope, et qui a du coup décidé de buter Julian parce que lui, il se l'est tapé alors que... lui non. Enfin, Julian se l'est tapé alors que lui non. Donc entre-temps, on apprend ce que, je l'avoue, j'y avais pensé dès le début. Quand on a vu le mec au visage brûlé qui voulait détruire tous ses livres et tout, je me suis tout de suite dit que ça devait être Julian Carax, parce que ça me paraissait logique que l'auteur d'un livre soit le plus susceptible de prendre le nom d'un de ses anciens personnages. Justement, le fait qu'il ait le visage brûlé et tout ça, je me suis dit, j'imagine qu'il considère que comme lui, il est détruit... en fait, ça me paraissait logique aussi d'une certaine manière, quand on considère qu'on est une grosse merde, de vouloir détruire toute son œuvre. Et je me dis que peu de gens sont capables de haïr aussi fort qu'on est capable de se haïr soi-même. Donc réellement, je m'étais dit assez rapidement, vraiment je crois que la première apparition de Coubert, je crois qu'il s'appelle le mec qui est censé être le diable dans son bouquin et où au début on sait pas donc qui c'est. Sa première apparition, je me suis dit, je suis quasiment sûre que c'est lui, c'est l'auteur. Et c'était totalement le cas. Mais c'est pas du tout grave que j'ai anticipé ça, parce que c'est pas du tout, comme je vous disais, le suspense principal du livre. Donc ça m'a pas du tout dérangé. Quand on l'a appris, je me suis dit, voilà, j'avais raison, mais ça m'a pas dérangé du tout de me dire que je l'avais vu venir, quoi. Parce que réellement, le suspense n'était pas là-dessus. Et donc, oui, lui, en fait, finalement, on nous a dit qu'il était mort, mais il a survécu. Ça aussi, je m'en doutais un peu. Quand on nous avait raconté la scène où... son père était allé voir le corps, qu'il a poussé un cri, qu'il est parti, et que les flics ont dit on prend ça pour un oui, genre qu'il l'a reconnu, et que le truc avait été signé vite fait et tout ça. Je me suis dit ça pue le fait qu'il soit pas mort et que c'était le corps de quelqu'un d'autre. Bon, il s'avère que justement c'était le corps de son pote Mickaël. Bon, peu importe, mais tout ça pour vous dire que, en fin de compte, il a survécu, il est toujours là, et il va découvrir que Pénélope est morte alors qu'il le savait pas jusqu'à maintenant, parce que tout le monde avait réussi à lui cacher la vérité. Et comment il va réagir à ça, il va mal réagir, machin, tout ça. Donc tout ça se passe, et la fin, en gros, du livre, c'est que le policier a suivi il a suivi Daniel pour qu'il le mène à Julian, parce qu'il avait décidé depuis des années, donc il allait le buter, se venger de lui, etc., et détruire toute sa vie, tous ses proches et machin. Donc, il avait plutôt l'air de vouloir le détruire lui personnellement, mais ça le dérangeait pas du tout de tuer ses proches pour le faire souffrir. C'était vraiment un drôle de mec, ce policier, dont je me rappelle plus le nom. Fumero, je crois. Je me rappelle plus son prénom. Je crois que c'était Javier ou un truc comme ça. Donc lui, il va avoir suivi Daniel qui retrouvait Béa dans l'ancien manoir où vivait la famille de Pénélope, où Julian venait pour chialer sur son amour perdu, j'imagine. Et donc ils vont tous se retrouver là. Le flic va essayer de buter Julian. Daniel va se mettre en travers de son chemin pour le protéger. Il y a un autre flic qui était un des sous-fifres de Fumero qui va se tirer sur Daniel pour le dégager, même si il avait l'air de bien l'aimer. Et donc Béa va chialer en disant non, tout, parce qu'elle voit son copain
qui se vide de son sang par terre et qui va s'évanouir en se disant c'est bon, j'ai sauvé ma copine et puis Julian. Et Julian, il est pas non plus très content parce que il avait l'impression, il s'était attaché aussi à Daniel et il se disait que c'était un peu comme son fils. C'était son fils spirituel en quelque sorte, et il avait l'impression de revivre à travers lui, donc en gros il avait bad-trippé, il avait décidé de détruire tous ses romans, etc. Et le fait que Daniel l'aime envers et contre tout, même en découvrant qui il était, au fur et à mesure qu'il apprenait des infos sur sa vie, il a eu l'impression, je pense que ça l'avait racheté en quelque sorte, et du coup il reprenait goût à la vie grâce à ça, donc il s'était énormément attaché à Daniel, et il n'avait pas du tout l'intention de le regarder crever sous ses yeux pour le protéger. Il aurait sûrement préféré faire le contraire. Donc ça se passe comme ça, la fameuse scène d'action finale, on va dire. Et l'épilogue de fin, Daniel survit. Il a certes pris une balle, mais il n'est pas mort. Et donc Béa, qui est enceinte, va survivre et rester avec lui. Ils vont avoir un fils qu'ils vont appeler Julian, et que Daniel emmènera à son tour dans le cimetière des livres oubliés pour lui faire choisir son bouquin au hasard, qui sera aussi un bouquin certainement qui va modifier le destin de toute sa vie. Donc ça a l'air d'être limite magique, le cimetière des livres oubliés, où tu tombes toujours sur pile le livre qui te parlera le plus. Donc voilà, et donc il y a vraiment un côté apaisant dans cet épilogue, parce que comme je vous disais, tout le long de l'histoire, tous les persos ont pris super cher, y compris Daniel et Béa. Ils sont quand même pas passés loin d'avoir le même destin que Julian et Pénélope, donc forcément on se dit ouais, le happy end, ils ont un enfant, ils se marient, c'est chiant. En même temps on se dit ils sont pas passés loin de crever d'une manière tragique, et on a vu ceux d'avant qui l'ont fait, donc je pense que si on voulait de la tragédie, on a une autre dose. Et du coup, est-ce qu'on est vraiment censé se dire ouais, j'aurais voulu qu'il crève, fait chier et tout. J'ai pas vraiment le cœur de me dire ça, mais en même temps c'est vrai que ce côté ouais, voilà le fils qui s'appelle Julian qui va à son tour dans la bibliothèque et tout, genre le cycle qui continue, etc. Ça me déprime. Je me dis, ouais, on en est encore là, l'espérance de se dire on a des enfants et c'est eux qui vont prendre la suite, etc. Ça me paraît tellement illusoire, tellement convenu et éculé. Ça m'a un peu déprimée. Après, il y a vraiment un côté qui fait que ça m'a pas énervée. Et ça m'a pas dégoûté, ça m'a juste déprimé, mais pas dégoûté, parce que y a quand même un côté où on sent que le monde change. On nous dit que y a de moins en moins de monde qui vient dans la librairie, du coup que Daniel a repris après la retraite de son père avec Béa, parce que les gens s'intéressent de moins en moins aux livres, parce que maintenant il y a le cinéma, etc. Donc on a quand même l'impression que y a une espèce de dégradation générale irréversible, qui fait que même le renouveau ne suffit pas. Vous allez me dire, mais t'es vraiment horrible, t'as vraiment besoin que ça se termine mal. Peut-être, je sais pas. Réellement, le truc, c'est que sinon, j'aurais l'impression que c'est pas réaliste et j'arrive pas à y croire. Et ça m'emmerde, en fait, ce truc. Quand les gens sont trop en mode les petits oiseaux cuits, j'y crois pas et du coup, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on essaye de me mentir ou de me refourguer un truc faux, comme les fruits artificiellement teints en rouge vif ou des trucs comme ça. Et réellement, je me sens énervée, arnaquée, je me sens pas bien. Donc, et là, je l'ai pas ressenti, parce que justement, il y a ce côté, le monde est en train de mal tourner. Et évidemment, c'est un point de vue de vieux. Il y a aussi, justement, dans la réalité, justement, là, pour le coup, il y a du renouveau. Dans le fait qu'à chaque fois, les jeunes prennent pour normal, entre guillemets, ce qui semblait aux vieux scandaleux. Que ce soit musicalement, artistiquement, ou même globalement dans le monde, je veux dire, on va dire, j'ai l'impression de parler de totalement autre chose que du livre, mais en tout cas, moi je sais que mes parents, enfin surtout ma mère, elle trouvait ça normal, la campagne, la nature, etc. Maintenant, elle trouve que c'est la merde, le fait qu'il y ait trop de vie, que tout soit gris, tout ça. Et enfin, je me dis, moi, ça me choque pas autant, mais c'est vrai que maintenant que je commence à être adulte, je me dis, ouais, c'est vrai qu'on dirait que c'est de pire en pire, il y a de plus en plus de pollution, machin. Les enfants qui naissent aujourd'hui, ils vont trouver que le monde aujourd'hui est totalement normal, et dans 10-20 ans, ils seront choqués parce que ça se sera encore dégradé, et ils trouveront que le monde c'était quand même vachement mieux avant. Il y a vraiment je sais pas du coup si l'auteur a vraiment l'impression que l'époque des livres c'était génial, et que l'époque du cinéma c'était le début de la corruption, ou si il a juste bien montré ce que ressentait Daniel, qui lui aussi vieillissait. Je me demande, et il faudra que je lise d'autres livres, je pense, pour m'en rendre compte. Surtout si jamais, parce que là, ça s'appelait quand même tome 1, ce truc-là. Donc si jamais les tomes suivants, c'est la suite, et que du coup, on voit, par exemple, ce que devient le petit Julian, j'en suis pas sûre, mais c'est possible que l'auteur fasse ça, je sais pas. Je regarderai plus tard, si je trouve le tome 2. Du coup, c'est ce qui fait que pour moi, c'est quand même passé, et que même si la fin, elle m'a pas emballée, mais je l'ai trouvée juste neutre, je l'ai pas trouvée gênante. Alors voilà, c'est pour ça aussi qu'on est plus sur un 8 que sur un 9, c'est parce que
On était dans un livre où tout le long j'étais complètement prise dedans. J'avais l'impression d'être dans une centrifugeuse émotionnelle. Et à la fin, le fait que ce soit une espèce d'épilogue douce, où ça devient relativement prévisible et convenu. Mais après ce que j'avais vécu, ça faisait du bien de vivre une accalmie. Mais en même temps, je me dis, bon, ça aurait peut-être quand même été sympa de nous mettre une claque sur le plan, je sais pas moi, de la beauté, ou même une claque dans l'apaisement, c'est peut-être possible, j'en sais rien. Vous allez me dire, ça paraît bizarre avec ces mots-là, mais je pense que c'est peut-être possible, un truc où tu le lis et t'as l'impression que ça te défonce tellement, tellement t'es apaisé. J'en sais rien, ça me paraît pas impossible, rien me paraît impossible. Si ça existe émotionnellement, c'est sûrement c'est sûrement possible de le faire ressentir d'un point de vue littéraire. Donc voilà, je me dis que ça aurait peut-être pu être mieux, et du coup cette fin pour moi elle est juste neutre, elle est pas bien. C'est ce qui me déçoit un peu, mais comme je vous dis, elle est pas gênante, et au moins les gens qui supportent pas les fins tristes, je pense qu'ils auront leur dose, vu que les persos importants ont survécu. Ça s'est bien terminé pour le héros. Est-ce que j'aurais préféré qu'il meure après sa balle Non, clairement je pense pas. C'est juste réellement... je me demande justement si l'auteur est vraiment réconforté par cette idée, genre d'avoir un enfant qui reprenne le flambeau après soi, etc. Moi c'est vraiment un truc qui me débecte. Parce que j'ai l'impression que c'est un espèce de mensonge en fait. On essaye de se convaincre qu'on a l'immortalité à travers nos enfants, mais c'est faux. L'immortalité, on l'a pas, on meurt tous comme des merdes, et voilà, c'est la vérité. Enfin, j'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent autant accepter et même avoir envie de survivre à travers leurs enfants, alors que techniquement c'est faux, et que leurs enfants vont mourir comme eux à cause d'eux, parce qu'ils ont fait naître, quoi. Enfin, ouais, vous allez me dire que là je vais vraiment loin et que je vais faire du suran au lieu de parler du livre que je viens de lire, mais voilà, du coup, je pense que vous pourrez comprendre pourquoi je suis vraiment pas transcendée par cette fin, parce que vraiment le côté on a fait un enfant et il va prendre notre suite, donc tout va bien, pour moi c'est vomitif, quoi. Donc heureusement qu'encore une fois l'écriture et le côté amer vraiment de tout le livre, hein, mais vraiment de A jusqu'à Z, il y avait toujours un degré d'amertume vraiment élevé. Pour moi c'est ça qui fait que c'est passé, mais c'était quand même au bord de ce que j'aimais pas. Et voilà, c'est aussi ce qui fera que ce livre pour moi était vraiment très bon, mais pas génial. Globalement, c'est un des livres quand même que j'ai préféré, que j'ai lu ces derniers temps. Et comme je vous dis, c'est très rare qu'un livre me donne envie d'écrire un texte, et là c'est arrivé. Justement, là, je pense que la dernière chose qui m'avait fait faire ça, c'était justement Steins Gate. Hein. C'est pour ça que je compare, même si c'est une comparaison très bizarre, hein, mais je le compare pour la profondeur des persos et le côté émotionnel, parce qu'émotionnellement ça m'a mis dans le même genre d'intensité. C'était pas la même intensité, parce que là c'était beaucoup plus amer, justement, mais enfin le degré d'intensité était le même. C'est pour ça que je compare, même si le sujet n'a absolument aucun rapport. Mais voilà, c'est les personnages, pour moi, qui étaient équivalents. Bref, donc un livre que j'ai énormément aimé, et je te remercie, Alcyon, de me l'avoir fait lire. Je sens que la prochaine fois, tu vas me troller pour compenser le fait que tu m'as apporté l'épanouissement avec ce livre. D'une certaine manière, du coup, je t'en voudrais pas trop, parce que c'était vraiment un bon moment et un très grand point positif. Sur ce, je vous laisse. J'allais dire un truc du genre parce que la nuit n'attend pas. Je vais détourner toutes les phrases des youtubeurs que j'écoute, hein. Parce que ouais, moi la science, chez moi la science elle attend souvent, hein, alors que la nuit, voilà, la nuit elle est toujours là. Peut-être que je devrais créer ma propre phrase de fin, ce serait plus simple, plutôt que de vous dire des phrases mélangées de youtubeurs. J'y réfléchirai pour la prochaine fois, et sur ce, en attendant de trouver une vraie phrase de conclusion qui claque, je vous dis salut et à bientôt.